je vais peut-être juste me présenter d'abord. D'abord, je suis Daniel Boursier, donc c'est vrai que je suis chercheur au CNRS, je suis juriste de formation et surtout, j'allais dire surtout, je me suis toujours intéressée à l'évolution des technologies par rapport au droit. Pas seulement le droit des technologies. Je ne voudrais pas qu'on réduise le travail des juristes, bien que souvent ils soient attachés à cette réflexion, mais c'est surtout en quoi les technologies modifient l'écosystème juridique, c'est-à-dire les métiers, le travail des juristes. Et comme vous savez, les juristes, c'est des juristes à la fois publics et privés. Hein, ce sont à la fois des enseignants, des chercheurs, mais aussi ce sont des conseillers juridiques dans les entreprises, etc., etc. Donc tout cet écosystème est bouleversé de plus en plus par l'appel aux technologies. Et c'est dans ce sujet-là que j'essaie de travailler. J'ajouterais, parce que je crois que c'est un point peut-être important, j'ai lancé avec Mélanie Dulon-de-René le chapitre français Creative Commons, il y a à peu près, c'était en 2004, et qui fonctionne toujours. Je viens du sommet mondial qui avait lieu à Toronto. Il y a plein de choses, et je crois qu'avec WeShare, on peut déjà partager, si je puis dire, des réflexions. Voilà, je m'arrêterai là. Alors, je vais essayer brièvement, donc, peut-être de vous présenter. Donc, Ghislain Delaby, WeShare, vous allez vous-même vous présenter. Ensuite, on entendra Jean Del Goletto, qui vient plutôt du milieu des éditions, notamment édition Berger-Levrault. Et puis, Régis Châtelier, qui vient de la CNIL. Et effectivement, ça me paraît extrêmement important. Donc, il est chargé des études prospectives, ce qui veut dire qu'il n'est pas seulement juriste, sans doute, si ? Pas du tout. Bon, voilà. Alors donc, je reprends le titre de cette table ronde, l'usager des services de mobilité dans la ville intelligente. Moi, évidemment, le mot qui me paraît le plus fort, c'est la notion d'usager. Je suis très contente qu'il ne s'agisse pas seulement d'un client déjà. Donc, l'usager. Et bien, l'usager, c'est maintenant un portefeuille de données aussi. Donc là, on va tout de suite basculer du côté des données. La ville intelligente qui fonctionne avec des technologies de l'information, d'Internet des objets, etc. C'est un lieu de recueil fantastique de données. Donc on voit très très bien le problème, ou tout au moins la problématique que vont poser les villes intelligentes, c'est quand même la saisie et le traitement, surtout, de données personnelles. Et là, je crois qu'il y aura plein de choses à dire, et pas seulement là-dessus. Alors, je vais commencer tout de suite par Ghislain. Alors, Ghislain, WeShare. Alors, très, très brièvement, en deux mots, peut-être expliquer le travail collaboratif que vous faites et en quoi vous êtes intéressé par les modèles de mobilité. Alors WeShare, on va essayer de le garder court, la présentation de WeShare. WeShare, c'est un réseau international qui réunit à la fois des individus et des organisations qui s'intéressent à tous les modèles collaboratifs de manière générale, qui soient appliqués comme la mobilité, ce qui est mon centre d'intérêt principal, les questions de travail, les questions de gouvernance, plein de sujets émergent depuis 5 à 10 ans. Plus spécifiquement, on a lancé il y a 6 mois un lab qui est consacré à la veille prospective sur les thématiques des services urbains, tout ce qui concerne les territoires et les villes en termes de nouveaux usages émergents. Et on traite deux sujets qui sont très connexes au thème d'aujourd'hui. Le premier, c'est celui de la donnée et son rôle dans la ville intelligente. C'est l'exploration Data Cité qui est en cours. Et cette exploration, elle s'intéresse entre autres à la place de l'usager qui n'est justement plus seulement un usager dans la Smart City. Je pense qu'on ne peut pas considérer que les individus que nous sommes uniquement des usagers. Ils ne sont pas non plus que des clients, bien sûr. On est avant tout des contributeurs de cette Smart City. On va certainement y revenir de plein de façons différentes. Et puis le deuxième angle sous lequel on aborde la question, c'est l'exploration Mobility as Networks, où pour faire la suite de la table ronde précédente qui portait sur Mobility as a Service, on fait le constat qui était partagé par plusieurs intervenants que Mobility as a Service, ça peut concerner qu'un certain nombre de personnes dans un certain contexte et que ce n'est pas ça qui va à lui tout seul résoudre les défis de la mobilité et qu'on a besoin d'une perspective plus large et notamment d'interroger justement la place des individus dans le système de mobilité. Nous, en tout cas, on pense que c'est une évolution qui est déjà en cours et qui va probablement s'accélérer à cause d'un certain nombre de choses, mais en particulier peut-être aussi le véhicule autonome, parce que ça va nous obliger à reconsidérer ce qu'est la mobilité, notamment des individus. Vous vous présentez comme ça, oui, avec quelle est plaisir. votre mission Oui, très bien. Donc Jean Del Goletto, Berger-Levrault.
Donc, je représente Berger-Levrault pour ce colloque que je trouve passionnant et je tiens à remercier tous ceux qui l'ont organisé et tous ceux qui prennent de leur temps pour l'animer. Donc, Berger-Levrault, 10e éditeur de logiciels français à destination des collectivités locales et territoriales. On est éditeur de logiciels mais également de contenu. On est partie prenante dans la révolution numérique au service des citoyens, des usagers et des territoires. Donc moi, j'interviens au titre du directeur adjoint du pôle relations métiers citoyens, donc un pôle logiciel, dans le cadre duquel on essaye de proposer des solutions innovantes et informatiques pour que les collectivités puissent communiquer de façon innovante avec les usagers et les citoyens. Donc ça passe par la dématérialisation de certaines démarches, prendre rendez-vous avec un élu, participer à un sondage, contribuer au mieux-être de tous, au bien-être de tous au sein de la ville et de l'aménagement urbain. Je suis aussi membre du groupe Open Data Local et référent Open Data pour Berger-Levrault. Donc on travaille avec des sociétés, des entreprises, des éditeurs de logiciels et des collectivités, notamment les territoires d'expérimentation, pour travailler, avancer ensemble sur le socle de données communs. Donc l'open data, je crois qu'on va en reparler tous ensemble autour de la table ronde. Définir une certaine forme de normalisation de données, notamment par rapport à la mobilité géographique, au déplacement des usagers d'un espace, d'un point à un autre. Et voilà. Bon, Régis, est-ce que vous voulez vous présenter ? Avec plaisir. Donc Régis Châtelier, chargé d'études prospectives à la CNIL. Donc effectivement, comme je disais, je ne suis pas juriste. La CNIL, c'est 75% de juristes, 20% de profils techniques, donc des ingénieurs, des docteurs en chiffrement, etc. Et au milieu de tout ça, il y a une cellule prospective. Nous sommes 3 et nous avons une approche plutôt sciences humaines par les usages sur les innovations à venir et quels vont être leurs impacts sur la CNIL, mais également d'avoir un angle un peu vie privée dans la manière dont nous abordons les sujets. C'est-à-dire que c'est de la veille prospective avec la publication, on a un site de publication, et on a également des cahiers tous les années et demie à peu près où on explore différents sujets. Le sujet de l'année, ça tombe bien, c'est le sujet de la ville numérique. On n'utilise pas Smart City, mais plutôt la ville numérique dans son ensemble au sens large. Et essayer justement d'étudier tous les impacts que ça peut avoir, la numérisation des services et la collecte des données, effectivement. Avec, on pourra en parler, mais justement, il est question de mobilité, mais il est question de modèles économiques, il est question d'open data. Et on se rend compte souvent, et c'est un peu en ouverture du sujet, tel qu'on essaie de le poser, c'est que la Smart City en général, le citoyen, l'individu, je préfère dire l'individu, parce ça réunit toutes ces facettes. L'individu dans la Smart City, c'est un petit peu la dernière roue du carrosse, à la fois le problème à traiter et comme une particule dont on se préoccupe finalement assez peu. Et on va essayer de changer le prisme pour voir quels sont les impacts de tous ces différents services sur l'individu, du point de vue de ses données et du point de vue de ses libertés, bien entendu. Bon, merci. Moi, je vais vous poser un certain nombre de questions pour essayer d'avancer. Bon, il est évident que dans la ville numérique, de plus en plus de données seront collectées par différents services, d'abord du côté du public, mais aussi du privé, les fournisseurs d'énergie, entre autres, etc. Et la question actuellement est de savoir, au fait, si on résumait ça, d'abord, pas seulement quelles sont les données qui vont être traitées, mais au fond, à qui appartiennent les données dans la ville numérique qui vont être saisies, collectées, traitées par les différents acteurs de la ville. À qui appartiennent ces données? C'est un peu pour aller assez vite. Hein. Qui veut répondre? D'ailleurs, vous pouvez tous répondre. À l'automne dernier, on a organisé une conférence qui s'appelle Autonomie consacrée à la mobilité urbaine. On avait invité une personne de Waze à s'exprimer un peu sur ce sujet. Et elle a reconnu que dans le cas de Waze et de son programme Waze Connected Citizen, c'est-à-dire d'échange de données avec les villes, Waze finalement reconnaissait que les données dont il dispose, peut-être pas d'un point de vue juridique, mais en tout cas d'un point de vue éthique, ne lui appartiennent pas entièrement parce que ce sont des données qui viennent de ses utilisateurs, qui sont crowdsourcées, et que ça justifie de reconnaître que ces données, quelque part, elles ont vocation à être partagées. Alors bien sûr, Waze ne le fait pas d'une manière extrêmement ouverte, d'une manière extrêmement transparente. Ce sont des accords bilatéraux avec des villes. Mais sur le principe, c'est quand même un point important. Nous, on a considéré, notre point de départ de travail, c'est de considérer qu'un certain nombre de données, comme celle dans le cas de Waze,
sont en fait une forme de bien commun, c'est-à-dire quelque chose qui a un intérêt non seulement pour Waze, non seulement pour les utilisateurs de Waze, mais en fait aussi pour la collectivité, pour la société plus largement. Et pourquoi un bien commun? Parce que derrière un bien commun, il y a tout un corpus théorique qui nous explique comment on gère l'eau, comment on gère l'électricité, qui sont des biens communs. Et si la donnée est un bien commun, eh ben, on peut essayer de lui appliquer ces notions-là et les modèles associés. Donc de fait, on se retrouve dans une situation où dans la Smart City, on a beaucoup de données qui certes appartiennent à un acteur privé ou public d'ailleurs, mais qui, par leur nature même, constituent une forme de bien commun et se pose la question de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on laisse un acteur, même public, le gérer tout seul ou un acteur privé, ou est-ce qu'on met en place des dispositifs qui permettent d'augmenter la valeur produite par ces données? Si je garde les données pour moi, si je suis une entreprise, je peux en tirer profit. Si ces données elles sont utilisées par d'autres, non seulement j'en tire toujours le même profit, mais d'autres peuvent aussi en tirer profit. S'il vous plaît, oui. Oui, alors moi, je n'ai pas du tout la prétention de répondre à la question sur l'appartenance. Par contre, je vais faire deux petites observations par rapport à mes travaux, notamment avec Open Data France et le groupe de travail Open Data Local. Donc, je ne suis pas non plus de formation juriste, mais il y a déjà un cadre, notamment autour de la donnée publique et de la réglementation qui arrive à partir de l'année prochaine, 2018, pour les collectivités de plus de 3500 habitants, qui fixe et qui décrit quelles sont les données publiques, quels sont les jeux de données, les formats et leurs standards. Ces données-là, elles peuvent être extraites de solutions logicielles métiers, parfois alimentées par des sociétés privées ou des acteurs publics. Donc en ça, j'essaie de passer le message que toute donnée qui présenterait un intérêt public devrait pouvoir être en tout cas mise à disposition de la collectivité pour qu'elle puisse mieux accomplir sa mission, parce qu'elle reste responsable de l'aménagement urbain, de l'espace public qu'on a pu aborder autour des différentes tables rondes aujourd'hui. On voit qu'il y a une hétérogénéité des territoires, qu'il est de plus en plus difficile de se déplacer sur la ville, même la ville intelligente. La ville intelligente, c'est aussi pouvoir faciliter l'existant, faciliter certains types de déplacements et peut-être parfois les éviter. C'est un paradigme qu'on essaye, nous, Berger-Levrault, d'explorer à travers la dématérialisation de certaines démarches en ligne ou des applications mobiles à destination du citoyen pour lui permettre d'être un acteur et un contributeur et remonter de l'information auprès de la collectivité. Donc le citoyen qui se déplace sur le trottoir et qui fait un signalement ou qui déclare ou qui participe à la déclaration du patrimoine et de la ville remonte de la donnée publique qui doit pouvoir être mise à disposition de la collectivité et partagée. Donc je ne réponds pas forcément à l'appartenance. En tout cas, la mise à disposition auprès des services publics nous semble, en tout cas pour nous, essentiel, que la collectivité puisse disposer de l'ensemble des silos qui ont pu être évoqués aujourd'hui autour des différentes tables rondes, qu'il s'agisse de la RATP, Transdev, des différents opérateurs, en allant jusqu'aux opérateurs de téléphonie, qui détiennent aussi de l'information. Et je crois que c'était dans la table précédente que les constructeurs automobiles aussi étaient évoqués comme un futur acteur ou un acteur déjà assez significatif sur la mobilité. Donc c'est plus la mise à disposition auprès des collectivités que je voulais souligner. Merci. Donc sur la propriété des données, à qui appartiennent les données? Déjà dans le cadre urbain aujourd'hui, on a parlé de l'open data à l'instant. L'open data, à la base c'était que la donnée produite par le service public. On voit avec la loi Le Maire, il y a les données d'intérêt général qui apparaissent, donc c'est les données dans le cadre d'un contrat avec l'acteur public. Et il y a un troisième type de données qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que, on parlait tout à l'heure, les nouveaux acteurs privés type Waze, Uber ou autres, qui n'ont aucun lien contractuel ou de partenariat avec l'acteur public, aujourd'hui détiennent des données également qui ont un intérêt qui peuvent avoir un vrai intérêt pour la ville du point de vue de l'analyse des flux, tout simplement déjà. Et on se retrouve avec tout un type de données différentes qui ont tous à voir avec la ville. Et là se posera la question de, effectivement, on parle des communs, de l'intérêt général, voilà, à qui appartiennent ces données. Mais la question de la propriété n'est pas la bonne forcément pour moi déjà. Je vous invite à lire l'avis du CNUM qui vient de paraître sur la question de la propriété des données, donc le Conseil national du numérique qui se prononce contre la notion de propriété des données dans un cadre d'un débat européen et de données non personnelles, puisque quand on parle des données personnelles, en fait, faut bien voir une chose, c'est qu'à la CNIL comme ailleurs, on ne parle jamais de propriété des données.
C'est-à-dire que le droit des personnes sur les données personnelles va au-delà de la notion de propriété. J'entends par là, peu importe à qui détient le jeu de données, qui l'a produit, qui le stocke à ses frais dans un data center, peu importe, l'individu a toujours un droit sur ses propres données personnelles. Et c'est pour ça que ça va vraiment au-delà, donc ça peut aller hors les questions. Donc se pose la question du point de vue de la CNIL, c'est comment faire respecter les droits des personnes à l'accès à rectification, modification, etc. Et également avec le règlement européen qui va arriver, qui sera mis en application, enfin qui sera applicable en mai 2018, un nouveau droit qui apparaît, qui n'existe pas auparavant dans la loi informatique et liberté, qui est le droit à la portabilité. Et la portabilité, c'est un tout nouveau droit qui est assez intéressant. C'est toujours pas de la propriété, mais c'est le droit de récupérer les données personnelles qui me concernent, qui ont été produites dans le cadre de l'utilisation d'un service, pour pouvoir les récupérer chez moi et pour pouvoir, le cas échéant, si je le souhaite, les renvoyer à un autre acteur. Ça veut dire que, par rapport à des choses qu'on pouvait dire tout à l'heure, c'est important, ça veut dire que dans un écosystème numérique où aujourd'hui on est dans le winner takes all, l'idée qu'on va toujours avoir un seul fournisseur d'un seul service de mobilité, etc., ça a pour vocation déjà à permettre à un utilisateur de sortir d'un service. Quand il a créé sa bulle d'usage, on prend l'exemple de Spotify avec mes playlists, c'est assez intéressant parce qu'on crée des playlists, on a un usage, et en fait le coût de transfert aujourd'hui d'un service à un autre est extrêmement complexe parce qu'on a créé sa bulle, et en fait le coût il n'est pas financier, il est vraiment en temps, donc c'est un nouveau droit pour les personnes qui est intéressant, et encore une fois, c'est le droit de récupérer ces données, mais ça ne crée pas non plus un droit de propriété infini, donc pour répondre à votre question. Donc on est vraiment sur... un droit des individus va au-delà d'un éventuel droit de propriété. Quel que soit le type de manière dont on souhaite fonctionner, des communs ou autres, il y aura toujours un droit de la personne. Et dès lors qu'il s'agit de l'open data, donc c'est le cas dans le cas de la loi pour une république numérique, l'open data, dès lors qu'on ouvre les jeux de données complètement, il faut qu'il y ait un processus d'anonymisation qui soit effectué avant la publication des jeux de données. Donc c'est pour ça que l'open data pur et dur, au sens de accès à qui veut sur un fichier Excel ou une API, peu importe, dès lors que ça va considérer des jeux de données qui contiennent des données personnelles, le jeu devra préalablement être anonymisé, donc suivant un processus, et avec un processus forcément qui permettra de ne pas refaire le lien avec un indice de données avec un individu. Donc ça, c'est pour la partie open data. Oui, je vous remercie pour cette précision sur le droit de propriété. Effectivement, la question des données personnelles est considérée comme au-delà d'un droit de propriété, d'une sorte de liberté publique. Mais à ce moment-là, pourquoi ne fait-on pas des données du droit à la vie privée quelque chose qui ne serait pas individuel? Il y a beaucoup de gens qui essaient de voir actuellement, au fond, le problème, si on dit que c'est l'individu qui a le droit, etc., le problème du recours est beaucoup plus difficile entre une personne qui ne va pas être contente de la façon dont sont gérées ou elle va voir que sont traitées ces données. Est-ce que, même une class action, est-ce que c'est, d'ailleurs je ne suis pas sûre que ça marcherait, mais est-ce que renvoyer sur l'individu la responsabilité de s'opposer à la façon dont ces données sont utilisées? On sait très très bien, y compris à la CNIL, le nombre de gens qui vont demander s'ils apparaissent dans tel fichier, etc. Je trouve que c'est extrêmement lourd pour un individu d'exercer un droit individuel. Et c'est pour ça qu'actuellement, il y a de plus en plus de gens qui pensent que le droit à la vie privée devrait être un droit collectif. Et ça faciliterait le recours et comment dirais-je, le fait qu'on puisse faire valoir ses droits. On sait que dans cette société, c'est de plus en plus difficile. On a beaucoup de droits, mais de moins en moins de gens, notamment en termes sociaux, ont envie de les actionner. Donc, faire peser sur l'individu un droit, c'est un risque qu'il ne fera pas actionner. Je posais aussi la deuxième question que j'aimerais voir avec vous. OK pour la propriété, mais maintenant, pour avoir discuté avec un certain nombre de fournisseurs en termes notamment d'eau, quand vous dites mais finalement ces données vont être, c'est un commun, eux ils disent oui, mais nous on traite les données, c'est-à-dire qu'on ne fait pas seulement
que de prendre de l'eau, etc., de faire un travail à l'origine et de voir qui a le compteur, etc. Nous, on traite aussi les données. Alors, les données traitées, c'est ça que j'aimerais savoir avec vous, c'est peut-être un peu plus pointu, à qui appartiennent ces données traitées. Vous le savez aussi que de plus en plus, les banques de données, je m'excuse, je ne voudrais pas être cuistre juridique de service, mais les banques de données ont un droit. Et de plus en plus, je vois dans les milieux que bon, notamment Creative Commons, on pense de plus en plus que les données en tant que telles, sans que ça soit des données dans une banque de données, pourraient être protégées en tant que telles. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Hein. Alors, moi, c'est un peu ça que je voulais dire. Si on va vers... Il faut protéger les données comme si elles appartenaient à un auteur, ou soit par le droit d'auteur, soit par le droit de propriété. La question que je pose, c'est les données traitées, est-ce qu'elles vont à qui vont-elles appartenir? Et est-ce qu'elles vont appartenir aux fournisseurs, ou est-ce qu'elles vont encore appartenir à l'individu? Et est-ce qu'il pourra avoir des droits sur les données qui ont été traitées par des fournisseurs? Ramener les choses justement à cette question d'usage et j'aurais tendance à laisser à vous, juristes et experts, la question de savoir en fait à qui elle appartient juridiquement. Honnêtement, moi, en tant qu'usager, en tant qu'individu, je dirais pas que ça m'intéresse pas, mais c'est légèrement secondaire. D'abord, il faut comprendre ce que c'est que le droit de propriété et compagnie. En plus, c'est très compliqué dans le cadre des données. Donc ça, je vous laisse cette expertise. Par contre, ce qui est intéressant, le mouvement que vous décriviez à l'instant, c'est un mouvement général dans la société, dans de nombreux pays, sous des formes différentes, de considérer qu'il y a un certain nombre de données qui, d'une façon ou d'une autre, doivent servir à plus de personnes et plus d'organisations que leur auteur ou que leur propriétaire, quel qu'il soit. Le mouvement a été celui de dire, d'abord, il y a la question d'open data, c'est-à-dire de dire finalement, il y a des données publiques qui sont en possession d'une administration et donc qui doivent être partagées parce que quelque part, collectivement, elles nous appartiennent. La deuxième étape, ça a été effectivement de dire il y a des fournisseurs de services publics, quel que soit leur statut, qui eux aussi génèrent des données, et c'est valable pour le cas de l'eau. Et bien sûr que toutes leurs données n'ont pas vocation, a priori, à être rendues publiques, mais certaines ont vocation certainement à l'être ou à être accessibles à des conditions à définir, parce qu'elles présentent un intérêt général. Et ce qui n'empêche pas qu'ils conservent peut-être leur droit de propriété s'ils en ont. Et ça, je vous laisse le déterminer. Et puis, ça va plus loin, comme vous le disiez, parce qu'il y a des acteurs comme Uber ou comme Waze qui n'ont pas de relation contractuelle avec l'État, mais on s'intéresse aussi à leurs données. Et à mes yeux, c'est cette dimension-là, en fait, qui est vraiment importante, avec le gros problème qui est sous-jacent aussi bien pour la RATP que pour Veolia qui gère de l'eau. C'est, à mon avis, non pas le fait pour eux de mettre à disposition ces données ou même de savoir qu'il y a un coût de production pour eux, c'est vrai que c'est une difficulté pratique. Pour moi, la vraie difficulté qu'ils rencontrent à juste titre, c'est le fait qu'il peut y avoir des gens qui profitent de ces données sans contrepartie. Et quand on s'intéresse à un commun, il y a toujours le risque de prédation sur ce commun, c'est-à-dire de gens qui bénéficient du commun sans y contribuer. Et là, on revient à des choses plus concrètes. Si Google utilise les données de la RATP pour nourrir son application, alors que les données de Google, elles, ne sont pas du tout ouvertes, là, on a une difficulté, parce qu'ils bénéficient de l'action de la RATP, mais aussi des acteurs publics en général, de tous ceux qui ont généré cette donnée, y compris moi comme individu, sans offrir de contrepartie équitable. Et donc pour moi, le débat, il doit plutôt porter là-dessus. C'est ce que traitent d'ailleurs les licences Creative Commons. C'est finalement de se poser la question, je vous mets à disposition des données sur un site web. Ça ne veut pas dire que vous avez le droit de les utiliser. Arrêtez. Si je peux mettre des données sur mon site web, plein de données, vous pouvez peut-être les consulter. Ça ne veut pas dire que vous avez le droit de faire la moindre chose avec, par défaut. Ça peut d'ailleurs être un problème. Une licence ouverte, elle garantit que vous pouvez faire des choses avec. Vous pouvez peut-être les modifier, vous pouvez les rediffuser. Mais elle définit aussi un certain nombre de devoirs en fonction de la licence que je choisis. Ça peut être d'abord de me citer comme auteur, peut-être, parce que peut-être que je veux bien que vous fassiez ce que vous voulez avec ce que j'ai produit comme texte, mais je veux être cité comme auteur, c'est une possibilité. Si je produis dans le cadre d'un service urbain, c'est peut-être pas ça le vrai sujet, c'est outre préserver bien sûr le caractère personnel de ces données, ça peut être de faire en sorte que si quelqu'un justement bâtit un service avec, eh ben, qu'il y a une contribution, c'est-à-dire que peut-être que celui qui enrichit ces données, il doit à nouveau les partager, et c'est ce qui pose problème à Google. Hein. Ce que fait la ville de Paris quand elle partage ses données,
de plus en plus. Elle utilise une licence, notamment ODBL, qui est contraignante, c'est-à-dire que celui qui utilise les données, il doit les redistribuer sous une forme équivalente. Et c'est pour ça que Google hésite ou ne veut pas utiliser ce type de données. C'est-à-dire que ce sont des données ouvertes, librement accessibles, mais Google ne veut pas les utiliser parce qu'ils craignent de devoir ouvrir leurs propres données. Et dans la gestion du commun, pour moi, c'est ça qui est important, c'est comment on met de l'équité entre les acteurs. C'est pas le fait de... Pour moi, il est acquis qu'un certain nombre de données doivent être ouvertes, et c'est la puissance publique peut-être qui le détermine, le législateur. Qu'est-ce qui a un vrai intérêt public? La question, c'est comment on fait pour l'ouvrir dans de bonnes conditions, des conditions qui soient équitables pour tous les acteurs. Oui, alors moi je voulais partager une réflexion autour peut-être du consentement lors de la production de la donnée. Donc on peut avoir en partant des usages un usager ou un citoyen qui de manière active va pouvoir utiliser une application pour signaler ou faire remonter de l'information auprès de la collectivité. Ou alors un autre cas d'usage quand on est tous amenés à appeler des services support téléphoniques auprès de certains opérateurs. On nous annonce que la conversation va être enregistrée dans un objectif d'améliorer la qualité. Et puis en fait on l'accepte, on ne se pose plus trop la question. C'est devenu presque même un réflexe. Et dans d'autres cas, on peut être producteur de données de façon passive en utilisant les réseaux de transport qu'on a pu évoquer au cours du colloque de la journée. Ou alors en utilisant son téléphone mobile quand il est dans sa poche sans trop le savoir. On émet des signaux, de la donnée, et on ne nous demande pas si on est d'accord pour transmettre ces informations. Donc c'est plus le sujet du consentement qui peut peut-être amener aussi après d'autres réflexions sur la confiance, la qualité, ce qu'on va faire de mes données personnelles. Et puis après, heureusement qu'on a la chance d'avoir des gens comme la CNIL, des juristes qui, peut-être plus dans certains pays que d'autres, essayent de garantir la protection de nos données personnelles. Donc c'était plutôt autour du consentement. On ne nous pose pas vraiment la question aujourd'hui. On sent qu'il y a une économie des opérateurs qui aujourd'hui, soit par peur ou par crainte, essayent de se positionner sur ces sujets-là. Mais on n'est pas vraiment informé, on n'est pas vraiment préparé en tant qu'usager et citoyen. Il y a peut-être aussi autour des sujets abordés aujourd'hui, la formation, la pédagogie, les compétences, en utilisant tous ces outils quotidiens, téléphone, tablette, Internet, ces outils numériques, on n'est peut-être pas encore bien préparé à cette production de données. Je voudrais rebondir sur le consentement. Tout à l'heure, je vous parlais du règlement européen. Il va apporter plusieurs choses en fait dans ces termes et dans différents points. Donc, déjà, le consentement va devenir plus important et plus central, mais surtout un des objectifs. Donc après, il y a la mise en application, la jurisprudence, mais un des objectifs, c'est que le consentement, aujourd'hui, on est souvent dans une forme de consentement qui est à prendre ou à laisser finalement. C'est un consentement qui est valable pour toujours, sauf à faire effectivement un droit d'accès et un droit de demander à la suppression de ces données. Et en fait, l'objectif, et là, une des demandes, un des objectifs du règlement européen, c'est de pousser un consentement qui soit dynamique et qui puisse être révocable à tout moment. Donc dans le droit déjà, dans le texte. Donc ça c'est important d'avoir un consentement qui soit plus justement aussi flou qu'il peut l'être actuellement. Et je rebondis sur une des particularités qu'on a nous justement en notre cellule prospective, c'est que on essaie justement d'avoir une approche qui soit plus seulement juridico-technique, parce que très souvent on peut avoir une réponse qui du point de vue juridique est acceptable, du point de vue technique fonctionne. Mais on sent bien qu'il y a un petit souci. Et le consentement, c'est souvent une de ces questions. Et on essaye de pousser, on travaille de plus en plus et essayer de se rapprocher des designers d'applications notamment, avec l'idée que les designers d'interface ont tellement passé de temps et de leur talent à faire en sorte de rendre le consentement quasiment invisible et lisse, une espèce de tunnel tellement lisse qu'on accepte tous sans s'en rendre compte. Il y a certainement moyen que des designers travaillent de la même manière à rendre les gens conscients de ce qu'ils partagent et pourquoi. Et en fait, et on s'intéresse beaucoup aux travaux de Tristan Harris, qui vient de chez Google, justement, qui expliquait qu'avec l'économie de l'attention, on travaille le design pour faire en sorte que les personnes se perdent dans l'interface et ils passent du temps beaucoup plus que de raison. Et ça, c'est une vraie faculté qu'ils ont, dans le sens où c'est un vrai talent et c'est des années de travail. Et
il serait peut-être intéressant de pousser à ce que créer le design du consentement et le design du consentement dynamique. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas, des points de vue juridiques et du texte, ce n'est pas les premières missions de la CNIL. Mais nous, ce qu'on essaye de pousser, c'est justement de comprendre un petit peu et de travailler avec des designers et se rapprocher un maximum de designers pour leur expliquer que ce serait peut-être intéressant de travailler ces sujets pour que le design soit finalement vecteur du droit ou inversement. Merci, c'est exactement un point fondamental. La CERNA, qui est la commission de réflexion sur l'éthique du numérique et qui dépend de l'Alliance Alisten, justement, on est en train de terminer, je fais partie de cette commission, et on termine un rapport sur justement ces questions-là, et notamment la question du consentement, parce que ça me paraît, entre l'opting out, l'opting in, etc. Bon, moi j'entends consentement dynamique, c'est vrai que j'ai envie d'en savoir plus, mais nous, dans ce rapport, on a quand même vu qu'il paraîtrait assez impossible, d'un point de vue technique, demander qu'un usager demande, après que sa donnée soit traitée, qu'il demande à ce qu'il puisse retirer ces données. Imaginez le travail qui pourrait être fait par des algorithmes et qu'après ce traitement par des algorithmes, quelqu'un dise « Ah ben finalement, j'ai changé d'avis, je voudrais que vous m'enleviez de votre jeu de données ». Enfin, nous, on a pensé que c'était impossible, bien que souhaitable, mais est-ce que vous pensez que ce design du consentement dynamique pourrait trouver une solution ? Vous voyez, l'algorithme passé, hein, on n'est pas dans la donnée brute ou la donnée d'origine, on est dans une donnée traitée, une donnée personnelle traitée. Comment on pourrait faire pour que la personne révoque son accord ? Sur le traitement passé, oui, votre donnée, elle va être traitée par des algorithmes. Et alors, donc après, est-ce que ça sera possible de demander à ce que vous-même, que vos données soient retirées du résultat du traitement de l'algorithme? Je n'ai pas la réponse sur ce point. Non, mais vous voyez, c'est compliqué. Mais sur ma donnée, oui, c'est une chose. Après, sur un résultat à partir de données agrégées de différents utilisateurs, ça, c'est une autre question auquel je ne vais pas m'avancer parce que je n'ai pas la réponse. Est-ce que le design pourrait trouver une solution? C'est ça ma question. Là, c'est encore autre chose. Là, c'est en amont du jeu de données. Il faudrait recalculer l'algorithme. Enfin, je ne pourrais pas m'avancer là-dessus pour donner une réponse. Par contre, ce qui est intéressant, c'est dès lors que ça a produit un effet pour la personne, que ça devient intéressant, où là, elle va pouvoir demander Là, on revient à la transparence de l'algorithme par rapport à la personne. C'est en fait, s'il y a une prise de décision automatique qui concerne la personne, elle a un droit de regard, effectivement, sur la base de la décision va faire partir de sa donnée. Si c'est de faire de la donnée agrégée pour prendre une décision de politique publique, en l'occurrence sur du transport qui va concerner beaucoup de personnes, je ne sais pas si ça, j'ai pas la réponse à ce niveau-là, mais c'est pas du tout la même chose selon moi. Oui, bien sûr, mais ça paraîtrait quand même difficile, je sais pas, d'un point de vue technique, de retirer ces données, du rétro-engineering de données agrégées. C'est ça que je veux dire. C'est pas d'inverse ingénierie. Vous voyez, ça serait compliqué, quoi. Mais une donnée agrégée à partir d'un certain seuil, si elle est agrégée suffisamment et qu'on a coupé les liens avec la personne, on n'est plus dans la donnée personnelle. C'est-à-dire que quand une donnée anonymisée n'est plus une donnée personnelle. Donc, dès lors qu'on n'est pas réidentifiable, on ne peut pas demander l'effacement d'une donnée qui ne concerne plus puisqu'on ne peut pas le reconnaître. C'est vraiment l'idée qu'il faut penser anonymisation, c'est on ne me retrouve pas, donc je ne vais pas demander une personne qui dit j'ai anonymisé un jeu de données, si elle vous dit en même temps qu'elle est capable de la retrouver pour l'effacer, c'est qu'elle n'a pas d'abord anonymisé. Donc l'anonymisation, il faut bien comprendre, c'est on ne vous retrouve pas. C'est-à-dire que vous êtes noyé dans suffisamment de monde pour que... En amont, alors? Oui. D'accord. Oui. Il y a d'autres réponses? Allez-y. Je voulais juste reprendre l'exemple de tout à l'heure. Vous aviez cité les consommations d'eau, la facturation de l'eau. Peut-être qu'en tant que consommateur et usager, je ne vais pas forcément faire la demande d'une certaine forme d'anonymisation de mes données. Par contre, je peux avoir besoin de faire confiance, notamment à l'implication du droit public et à la collectivité et aux règles pour m'assurer ou penser que mes données soient anonymisées, donc, par exemple avec le cadre de la CNIL, et qu'il y ait quand même une utilisation de ces données anonymisées qui peuvent être mises à disposition, je vais peut-être encore me répéter, mais de la collectivité, à des fins d'intérêt général. Si ces données de consommation de l'eau, elles sont anonymisées et elles sont utilisées
pour faire des analyses de comportement, voir si certaines actions du service public peuvent faire réduire la facture d'eau ou la consommation d'eau dans un objectif de protection de l'environnement. C'est un intérêt général, c'est un intérêt public. Donc c'était une observation pour peut-être mettre plus en situation, pas forcément l'usager qui va en faire la demande, mais l'usager qui a besoin de pouvoir faire confiance aux règles, à la réglementation, à la CNIL, pour nous fixer, nous placer dans un cadre où on peut faire confiance aux acteurs publics, aux privés. Par exemple, dans le cas d'une facturation de l'eau, de déchets ou d'utilisation de services publics comme les transports, par exemple. On pourrait se retrouver, par exemple, dans un conflit de principes, dont l'un serait la défense de la vie privée et l'autre la défense de l'environnement. Et là, il faudra bien qu'un jour, quelqu'un traite ce conflit de valeurs. Je ne sais pas, peut-être le Conseil d'État ou je ne sais pas qui, mais c'est quand même, on sera assez vite, à moins de hiérarchiser les valeurs, mais on sera assez vite confronté à cette question. Enfin, je trouve que c'est intéressant comme débat. Hein. Oui, je partage. Ouais. Ça peut nous amener après le consentement à la gouvernance. Oui, exactement. Sujet, parce que autant pour nous, je pense que le lien il est évident. Je ne sais pas s'il est pour vous tous dans la salle. Moi, la raison pour laquelle en tout cas, je comprends pourquoi on discute autant de la donnée, c'est à cause du fait que l'usager dans la ville dite intelligente, il est un acteur en fait crucial de cette ville. C'est-à-dire, non seulement il participe à la production des services, mais je vais prendre un exemple qui est le véhicule autonome parce que tout le monde au moins visualise. En fait, il va juste rendre possible certaines technologies de la ville intelligente. Tesla a annoncé cette semaine, il y a 1 ou 2 jours, une nouvelle fonctionnalité sur ces véhicules. Les véhicules de Tesla qui sont bardés de capteurs mesuraient déjà depuis très très longtemps l'ensemble des événements sur ces capteurs, c'est-à-dire ce qui se passe tout autour de la voiture. Mais ils ont annoncé il y a 2 jours que désormais, quand vous faites la mise à jour de votre Tesla, si vous avez la chance d'en avoir une, ce qui n'est pas mon cas malheureusement, désormais la voiture va prendre des photos. Va conserver des images, parce que bien sûr elle est équipée de 8 caméras, quelque chose comme ça, et elle va utiliser ces images-là pour pouvoir nourrir ces avis d'algorithmes d'intelligence artificielle qui doivent lui apprendre à se diriger dans la circulation. Donc non seulement elle utilise des choses qui avant étaient simplement une image de sonar, quelque chose qui est encore un petit peu abstrait, même si c'est très concret pour des ingénieurs, mais maintenant elle prend des photos, elle les exploite, c'est une sorte de super Google Street View en temps réel sur quelques centaines de milliers d'utilisateurs. Et non seulement Tesla fait ça, mais les autres constructeurs automobiles sont en train de faire exactement la même chose. Les constructeurs allemands en particulier, lorsqu'ils ont investi dans HIR, qui est en fait le plus grand fournisseur de cartographie au monde, ils l'ont fait dans l'optique de construire des cartes dites à haute définition, c'est-à-dire des cartes qui sont utilisables pour des futurs véhicules autonomes, quel que soit leur choix technologique, parce que c'est quelque chose d'essentiel. Et en fait, pour construire ces cartes, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous payez quelqu'un qui va passer sur toutes les routes de France et de Navarre, mais pas comme Google Street View, quelque chose de beaucoup plus fin et qui le fait dans toutes les conditions. Soit vous utilisez justement les utilisateurs des véhicules qui circulent, eux, tous les jours, dans toutes les conditions, et qui vont vous générer cette donnée-là. Et là, on a un problème qui, quelque part, va bien plus loin encore que ce qui était évoqué précédemment. C'est que finalement, si demain, en 2020 ou en 2025, vous avez des véhicules autonomes qui roulent, ce sera à cause de vous et de moi qui avons roulé dans des voitures qui ont permis tout simplement de rendre possible cette technologie. Et c'est ce qui fait que la question des données, du coup, elle a un petit peu d'importance, parce que finalement, l'usager de systèmes de mobilité, c'est déjà le cas aujourd'hui avec Waze, mais c'est vraiment à petite échelle, c'est marginal, bien sûr, ok, on génère des données de circulation. C'est que la ville intelligente, elle se construit aussi, parfois à l'insu de leur plein gré, sur les utilisateurs et sur les données qu'ils génèrent. Bon, je vous remercie. Peut-être que si la salle a des questions, parce que là, j'ai peur qu'on décroche ou quoi que ce soit. Si vous avez vraiment des questions, il faut les poser avant la fin. S'il vous plaît, allez-y. Ah oui. Le micro arrive. Merci beaucoup. Pardon pour cette intervention rituelle. Juste deux pour souligner le fait que je crois on ne se penche pas suffisamment sur la question même de la collection des données, et en particulier des données personnelles.
on a un peu le sentiment que tout le monde accepte l'idée selon laquelle la ville va se hérisser de capteurs, etc. etc. Pourtant, le sujet a une dimension quand même intéressante, des dimensions intéressantes, sur le plan juridique au moins, le régime de la vidéosurveillance, qui ne permet pas tout à fait de faire n'importe quoi. D'autres choses, sauf erreur de ma part, le juge administratif, Conseil d'État ou tribunal administratif, je ne sais pas, a confirmé récemment l'opposition de la CNIL à un dispositif qui permettait, dans lequel la ville de Croix de Nanterre avait autorisé Decaux à hérisser justement son mobilier urbain de... Ça a un sens? Non, il ne faut pas, bon. De capteurs, etc. Bon, et la CNIL s'y est opposé, le Conseil d'État a confirmé. Donc le sujet est intéressant. Je voudrais revenir d'un mot sur un autre point que M. Châtelier a évoqué, qui est évidemment importantissime, qui est celui des données, on va dire, importantes pour la vie urbaine collective et qui ne sont ni des données publiques, ni ces données d'intérêt général que la loi Le Maire a cherché à appréhender. Simplement, c'est très limité comme catégorie, cette notion de données d'intérêt général qui a l'air très importante comme ça, mais en fait, elle concerne simplement les données détenues par, on va dire, pour simplifier, des délégataires de services publics ou des entreprises qui sont en contrat avec la collectivité, et la condition en outre que le contrat est prévu, délimiter les données qui vont revenir à la collectivité ou demeurer sa propriété. Maintenant, on a tout le reste, c'est-à-dire Orange est plus renseigné que personne sur nos déplacements. Auchan est aussi renseigné que quiconque sur l'économie, les habitudes de consommation locales. Il y a peut-être dans votre ville un bureau d'études qui en sait beaucoup plus que n'importe qui sur les risques d'inondation, sur les risques sismiques, etc. Et inéluctablement, on aura à un moment ou à un autre à trouver quelque chose pour faire en sorte que ces données soient un peu partagées lorsqu'elles sont vraiment importantes pour la vie collective. On ne pourra pas se fonder uniquement sur la bonne volonté de Waze et se résigner à la mauvaise volonté de Google. Donc il faudra inventer quelque chose qui ne peut être que, me semble-t-il, une sorte de servitude pesant sur ces données d'intérêt collectif qui sont entre des mains privées. Je ne suis pas capable de définir cette servitude davantage, mais je crois que l'idée de servitude éclaire assez bien ce que ça pourrait être. Oui, je vous remercie de votre question. Enfin, est-ce que quelqu'un peut répondre? Moi, je voudrais intervenir pour dire peut-être que c'est un régime à construire, effectivement, ou est-ce qu'il y a déjà des régimes analogues qui font que certaines données, alors qui ne seraient pas de la propriété du fournisseur privé, mais pourraient être obligatoirement disponibles? Est-ce qu'il y a des régimes comme ça en droit public qui permettraient d'avoir un... Alors, vous parlez de servitude, est-ce que ce serait le seul système qui permettrait... Je suis d'accord avec cette objection, enfin, il va falloir trouver quelque chose, certainement. Il y a des tas de gens qui donnent, qui fournissent des données à l'occasion de la demande d'une autorisation. Par exemple, une installation classée, une industrie un petit peu dangereuse ou polluante, elle doit être autorisée. Et lorsqu'elle demande l'autorisation, évidemment, elle donne une montagne de données à la collectivité. Et c'est un contexte très particulier. Il y a au moins deux manières de répondre à ça. La première, c'est que le concept de l'intérêt général, certes aujourd'hui, il est limité, mais rien ne dit que demain, il ne sera pas étendu beaucoup plus largement d'une façon ou d'une autre. Par qui? Pas par le législateur. Voilà. Et la deuxième chose, c'est quand on a discuté avec Jean-Louis Missica de la mairie de Paris sur ce sujet-là spécifiquement, et ce qu'il nous a répondu, c'est que ce dont ont conscience beaucoup de villes aujourd'hui, c'est qu'elles ne peuvent pas forcément agir toutes seules. Par contre, elles peuvent agir en ayant une approche collective entre de nombreuses villes, et que on n'est plus dans le soft power, voire ce que certains appellent la soft law, c'est-à-dire peut-être qu'il n'y a pas d'obligation contractuelle pour Uber de fournir ces données, mais à un moment donné, ça fait partie d'un deal, effectivement, sur est-ce que Uber peut opérer dans cette ville ou peut faire telle et telle chose. Et ben c'est peut-être à la condition, effectivement,
qu'ils acceptent une forme de partage de données. D'ailleurs, Uber a anticipé ça. Ils l'ont compris parce qu'ils ont commencé à le faire dans certaines villes américaines, dans des deals avec une ville en particulier. Une fois qu'ils l'ont fait avec 3 ou 4 villes, ils se sont rendus compte que c'était peut-être plus intelligent de le faire directement, de le proposer à toutes les villes. Ils ont créé Uber Movement il y a 2-3 mois, qui est une plateforme qui met à disposition certaines données, bien sûr, pas l'ensemble des données d'Uber, vous vous doutez bien, mais des données intéressantes. C'est les données d'origine-destination, notamment de la plateforme Uber. Et non seulement ils l'ont mis à disposition des villes, donc par exemple la ville de Paris y accède déjà depuis quelques mois, mais aussi d'académiques, de chercheurs et à terme de tout le monde. Donc vous pouvez par exemple aller sur le site Uber Movement et réclamer un accès pour effectivement accéder à ces données-là. Ça, Uber l'a déjà anticipé parce qu'ils l'ont expérimenté justement avec un certain nombre de villes. Et ça peut marcher si les villes ou les territoires, ils peuvent être nationaux aussi, se rendre compte qu'ils ne peuvent pas agir même à un niveau national, mais peut-être même pas à un niveau européen, mais qu'il faut qu'à un niveau mondial, on a une part significative des territoires qui disent bah, nous, on accepte certaines choses qu'à telles conditions. C'est pareil sur le véhicule autonome. On va accepter le véhicule autonome, on va même l'encourager uniquement à certaines conditions, non seulement sur la sécurité, mais sur quels véhicules ont le droit de circuler en ville, et on va retomber sur des choses qui concernent même la tarification ou qui a le droit de circuler avec un véhicule autonome dans le centre de Paris. Paris ne peut pas l'imposer forcément tout seul à l'écosystème du véhicule autonome. Par contre, si Paris et 50 villes ou 100 villes majeures dans le monde ont la même approche ou la même philosophie globale avec des modalités très différentes à chaque fois. Juste par rapport, pour revenir au départ, donc sur l'affaire JC Decaux et le Conseil d'État, et c'est une question juridique, mais pas que juridique, pour nous elle est presque philosophique même. C'est la ville, c'est normalement le lieu de l'anonymat historiquement. Et on se rend compte que se déplacer dans la ville aujourd'hui ne peut plus se faire, ou difficilement en tout cas, sans être en permanence capté. Et donc, ce qui était le lieu de l'anonymat ne l'est plus. Donc, ça pose des questions de droit. Là, en l'occurrence, il y a des manières. C'était pour pouvoir connaître les passants qui passent devant les panneaux pour leur donner les bonnes publicités. Il se trouve que ça prenait la donnée personnelle qui était sans information, sans consentement. Donc, c'est sur ce point précis juridique cette fois que ça a calé, sachant qu'il y a d'autres manières de le faire, de savoir s'il y a du flux, et ils n'ont pas choisi la bonne solution. Mais d'un point de vue sur ces fameuses données justement dont on parlait, ça a un vrai intérêt, et c'est dommage qu'il soit parti. Mais sur Uber Movement, la difficulté, c'est que Uber donne des données, mais les données qu'il souhaite donner, de la manière dont il souhaite les donner. Et en fait, il y a un petit contentieux en ce moment avec la ville de New York, par exemple, où New York dit mais ces données sont très bien, mais moi de savoir que je vais d'un point A à un point B en tant de temps, c'est intéressant, mais c'est pas ce qui m'intéresse d'un point de vue de la politique publique, des transports. Et je serais beaucoup plus intéressé de savoir, par exemple, où Uber et Lyft ne vont pas, pour pouvoir éventuellement mettre en place des outils de politique publique et de transport public pour pallier à ce manque, et comprendre pourquoi là il y en a beaucoup et là il n'y en a pas. Et donc en fait on est dans un espèce de faux open data qui est un peu à la demande et qui arrange plus la personne qui le met à disposition que l'inverse. Et donc se pose cette question de comment faire. Donc il y a plusieurs options. Déjà j'ai parlé d'un petit jeu de prospective qu'on s'amusait à faire dans notre cahier innovation précédente, où on se posait la question de l'injonction au partage dans nos sociétés numériques. En fait, on a vraiment pensé injonction au partage de soi. À savoir qu'aujourd'hui, on peut difficilement avoir accès à un service sans partager de soi-même, donc de ses propres données. Et donc, dans une perspective prospective qui n'a d'autre valeur que celle de prospective, on se disait que pourquoi pas démanteler les activités de stockage de la donnée, de traitement de la donnée. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, et je reviens tout à l'heure à cette notion de monopole en silo, en fait, où aujourd'hui il y a des acteurs uniques sur différents thèmes, où aujourd'hui celui qui possède la donnée et la capacité à les traiter sur un secteur donné, finalement, possède le marché. On parlait tout à l'heure de la masse critique. C'est très difficile de lancer un service de covoiturage aujourd'hui parce qu'il y a des très gros acteurs qui sont dessus. Mais est-ce que c'est souhaitable de vouloir un monopole dans un monopole sectoriel? Est-ce que c'est souhaitable? Donc on se posait cette question, point de vue encore une fois, c'est pas la CNIL, c'est pas du tout la CNIL qui dit il faut faire comme ça, mais on se posait ces questions-là de comment ça fonctionnait. Et d'un point de vue plus cette fois juridique, le rapport Sitterman qui date, je crois, de septembre dernier, se posait cette question de comment aller au-delà de la donnée d'intérêt général pour voir quelles pourraient être les conditions acceptables pour, d'un point de vue juridique cette fois, pour qu'on puisse imposer à des acteurs de restituer des données. Sous quel, j'ai plus tout en tête, mais je vous invite à aller le lire.
Et se pose cette question-là. Et de l'autre côté, c'est que, et là je vais citer Antoine Courmont qui est dans la salle, qui parle de, justement, il y a aujourd'hui l'acteur public, et c'est une chose qu'on traite également à la CNIL beaucoup, c'est que l'espace public reste tout de même la propriété, entre guillemets, de l'acteur public. Et en fait, l'allocation de l'espace public peut être conditionnée à un certain nombre d'obligations. Et pourquoi pas l'obligation de restituer certaines données. C'est-à-dire que quand on a les services de transport qui utilisent de fait les infrastructures publiques, de surcroît les voies taxis et bus, peut-être qu'il y a des logiques contractuelles qui pourraient être imaginées, encore une fois, dans un objectif qui est à définir. Oui, non, mais merci. Ça pourrait être tous les régimes de permis de stationnement, etc., d'occupation privative du domaine public, alors, qui pour l'instant ne prévoit absolument pas. Bon, c'est les stations-service, par exemple. Les stations-service demandent des autorisations privatives de l'espace public. Peut-être qu'il faudrait ajouter effectivement une sorte de servitude, une obligation supplémentaire, que les données prises dans ces espaces-là tombent soit dans la catégorie de données d'intérêt général, puis comme la notion de commun n'a pas été visiblement victorieuse dans cette loi sur la République numérique, qu'elle a disparu au niveau du Conseil d'État, c'est dommage, pour peut-être que la notion de commun, mais je ne suis pas sûre qu'elle serait peut-être utile là. Mais en tout cas, moi je vois toutes les permissions de voirie et toutes les occupations privatives de domaine public devraient pouvoir s'enrichir de ce type d'obligation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça pourrait être un biais, un biais. Voilà. Mais il va falloir trouver des régimes qui soient... Pardon ? Ça ne va pas faire plaisir à Orange, mais c'est sûr que c'est utile. Orange capte les données dans tout l'espace hertzien sur la base d'autorisation publique. Des autorisations domaniales. Oui, mais il y a un oubli là, presque à la limite. Il y a un oubli. Avant le numérique, on comprend. C'était du réel, maintenant c'est du virtuel, du digital, mais il faudra peut-être y penser. Voilà, bon écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions d'abord ? Ou est-ce qu'on est... Bon, je crois qu'il y a une question. Oui, je voudrais me faire l'avocat du diable, représenter les États-Unis. Le diable, je dirais tout simplement, je vois très bien dans les bandeaux de consentement à acquérir des cookies, je vois le coût, je ne vois pas la valeur. Et je voudrais me faire l'écho en fait, de penseurs comme Kazili sur le sujet, que tout simplement on est face à des technologies, on a l'impression le législateur se veut proactif. Et j'aurais tendance à penser qu'il se doit d'être réactif et non pas proactif, c'est-à-dire lutter contre les abus lorsque ces abus sont constatés, mais que beaucoup des réflexions qui se font, et je pense par exemple sur les dangers de la voiture autonome, qui sont, enfin du moins sur les questions de responsabilité, qui sont pour moi complètement absurdes comme problématique d'un point de vue éthique en tant qu'ingénieur, parce que ce n'est pas les problèmes qu'on se pose, et je pourrais en discuter longtemps, mais ce n'est pas tellement le sujet. Et j'aurais tendance à vouloir essayer de promouvoir l'argument « laissons mille fleurs éclore », comme Kazili le dit, et puis voyons après ça quels sont les comportements sur lesquels on doit effectivement fermer la porte un petit peu, et puis quels sont les comportements, disons, constater les abus pour légiférer, plutôt qu'anticiper dans des choses qui parfois vont trop loin. Donc, oui, alors ça s'appelle effectivement, vous êtes plus du côté anglo-saxon alors. Tout à fait. Ah d'accord, bon. Assumé, bon. Non, mais il y a deux positions. Légicentrée, on anticipe par la loi, ou on attend cas par cas les problèmes qui se posent. On est confronté face à ces deux modèles de droit. Et c'est une question qu'on se pose, qu'on s'est posée, j'ai posé plusieurs fois à Isabelle Falper-Holtin, si il est sûr, par exemple, qu'au Canada, on attend de savoir si l'utilisation d'une donnée personnelle a fait du tort à quelqu'un pour commencer à définir d'abord qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une donnée personnelle, en fait. Ça peut être extrêmement varié. Donc, comme personne ne peut donner la définition, on peut avoir intérêt à attendre que quelqu'un, un droit subjectif se présente avec quelqu'un qui dit « mais moi, ça me fait du tort ». Donc, obligatoirement, cette donnée personnelle. On est dans le raisonnement inverse. Mais ça, c'est un choix de société. Hein. On n'est pas dans la common law. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter ?
Est-ce qu'il va falloir terminer pour le cocktail, c'est ça? Ah d'accord, pardon. Bon, plus de questions, rentrées urgentes. Bon, bah alors écoutez, merci beaucoup à nos panélistes. Je crois que c'était un sujet absolument passionnant. Et on a vraiment besoin d'en discuter parce qu'on a beaucoup de questions, mais pas encore assez de réponses. Voilà, merci beaucoup.